Heureux de vous retrouver pour ce numéro spécial de rentrée d'International. Nous ne sommes pas dans le studio habituel de Paris, bien sûr, nous sommes au cœur de l'Italie, à Florence, où se tient une importante réunion du parti au pouvoir, le Parti démocrate. L'Italie dans l'actualité avec le séisme, ses 300 morts, les polémiques sur les secours, sur les constructions. L'Italie encore avec l'arrivée massive de réfugiés, 6500 personnes en une seule journée la semaine dernière et Rome tente de faire face. C'est le plus francophile et le plus francophone des ministres italiens que nous allons retrouver, Sandro Gozi. Il est en charge des affaires européennes, donc nous parlerons également des conséquences du Brexit. C'est international et c'est dans un instant. Voilà, nous vous retrouvons au centre de Florence, dans ce magnifique parc, le parc Corsi, avec le ministre des Affaires européennes. Merci Sandro Gozi de nous accueillir ici pour répondre à nos questions avec Sophie Malibaud de RFI. La première image que nous allons reprendre est celle du séisme, le tremblement de terre, avec des répliques d'ailleurs la nuit dernière, et cette polémique. Votre pays a connu des tremblements de terre, de l'argent a été mobilisé pour sécuriser des bâtiments. Or, on voit que même les écoles qui avaient été restaurées se sont effondrées. Où est la polémique et où est passé l'argent qui n'a pas été utilisé? Tout d'abord, c'était vraiment terrible ce qui s'est passé, mais nous voulons regarder aux exemples positifs qui se sont produits en Italie après d'autres tremblements de terre. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes dans cette région, mais il y a aussi des histoires de succès. Si vous pensez au séisme du Frioul en 1976, si vous pensez au séisme de l'Émilie-Romagne en 2012, on est sorti bien et on a bien reconstruit sans problème. Il y a des enquêtes déjà en cours pour voir qui n'a pas fait quoi et qui porte des responsabilités. Et où est passé l'argent? Il y a de la corruption, qu'est-ce qui s'est passé? C'est impossible de dire pour moi aujourd'hui parce qu'il y a des enquêtes en cours, sans doute. Nous avons demandé au chef de l'autorité nationale contre la corruption, le juge Raffaele Cantone, qui a fait un travail remarquable autour de l'Expo de Milan, de travailler aussi, pas seulement pour vérifier ce qui s'est passé, mais pour assurer que ce qui va se passer, à savoir tout le travail de reconstruction que nous allons mener dans la région frappée par le séisme se déroule en pleine conformité des règles et en pleine conformité des besoins de prévention et de sécurité. Sandro Gozi, qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, ça pourrait ne pas se passer comme les fois précédentes et la reconstruction pourrait respecter les normes antisismiques? Est-ce que c'est parce que vous avez mis de nouveaux organes en place pour vérifier, pour veiller à ce que la reconstruction... On a des instruments nouveaux et des hommes nouveaux et une volonté nouvelle. Des instruments nouveaux, je viens d'évoquer l'autorité nationale contre la corruption. Des hommes nouveaux, à savoir des hommes capables. On vient de nommer l'ancien président de la région Émilie-Romagne qui a été commissaire extraordinaire en 2012 pour la reconstruction de la région en Émilie-Romagne qui a été frappée par le séisme, Basque-Ragne. Il va être commissaire chargé de toute la coordination. Donc on a déjà deux personnalités qui ont fait des preuves dans le passé. Vous pouvez nous dire combien a été dépensé pour que les édifices publics, notamment en Italie, résistent au séisme? On parle de dizaines de milliards d'euros. Oui, le problème, c'est qu'un véritable effort de prévention et de mise en sécurité n'a jamais été fait. Et c'est pour cela que nous voulons développer pas seulement un plan de court terme, à savoir reconstruire en respectant la structure originaire des pays, des villages qui ont été détruits, mais nous voulons aussi pour la première fois en Italie lancer un plan de prévention et de mise en sécurité qui concerne tous les pays. Nous appelons Casa Italia, Maison Italie, tout simplement parce qu'il est temps de tourner la page par rapport à ce qui n'a pas été fait dans le passé. Ça n'a pas été fait, mais l'argent avait été mis sur la table, l'argent avait été annoncé. Oui, mais jamais pour un plan de prévention nationale. Et vous savez, notre gouvernement porte beaucoup de fardeaux, pas beaucoup de responsabilités. On verra les responsabilités que nous allons amener à la fin de notre expérience. Mais nous portons sur notre dos beaucoup de fardeaux, pas seulement la dette publique, mais les manques d'une action véritable de prévention. Et nous savons bien
que l'Italie est un pays à haut risque sismique. Une grande partie de l'Italie est à risque sismique et nous voulons finalement faire un plan, pas seulement pour la reconstruction immédiate, mais un plan de mise en sécurité qui concerne tous les pays, à partir évidemment des bâtiments publics, mais aussi les maisons des particuliers. Sandro Gozzi, un autre dossier qui appelle l'urgence, il s'agit de la question des réfugiés. Nous allons regarder avec ce reportage ce qui s'est passé il y a quelques jours en Italie, où la marine est allée sauver des milliers de personnes, 6500 arrivants en une seule journée, et aujourd'hui, votre pays connaît, par rapport au reste de l'Europe, où les frontières se referment, connaît une véritable situation d'urgence. On regarde et on vous retrouve. Une nouvelle embarcation de migrants découverte par les secours. Le bateau, comme à chaque fois, est surchargé. Beaucoup de femmes et d'enfants. Les sauveteurs évacuent en priorité les plus petits. Depuis 24 heures, les gardes-côtes italiens et les organisations humanitaires font face à un afflux massif de migrants. Cette fois-ci, alors que le Zodiac de secours s'éloigne, des migrants paniqués sautent à l'eau. Les sauveteurs tentent alors de les aider. La plupart savent à peine nager. Alors les secours mettent dans l'eau un énorme boudin gonflable auquel ils peuvent s'accrocher. Tous ces migrants sont originaires d'Afrique de l'Ouest ou de la Corne de l'Afrique. Ils ont embarqué depuis les côtes libyennes. Ils passent de jour comme de nuit. Les autorités sont débordées, mais elles font face. La mer est calme, les vents poussent les embarcations vers l'Italie et c'est cette météo qui explique cet afflux massif. Les Italiens pensent que dans les jours qui viennent, des dizaines de nouveaux bateaux de migrants vont continuer de traverser. Sandro Gozzi, rappelons les chiffres, 14 000 migrants, 14 000 arrivées en une semaine. Et aujourd'hui, l'Italie, de par sa position géographique, bien sûr, se retrouve seule. Les frontières se ferment dans beaucoup de pays. Vous appelez à la solidarité européenne. Vous n'avez pas une réponse très bienveillante. On a un début de réponse. L'Italie était beaucoup plus isolée auparavant, dans le sens que finalement, on a convaincu d'autres gouvernements et les institutions européennes à assumer des responsabilités dans la surveillance de la Méditerranée. Il y a plus de 22 gouvernements qui contribuent au moins à faire le travail avec nous pour sauver des vies et pour lutter contre le trafic des êtres humains. Rappelons également plus de 3000 morts en une année. Oui, la Méditerranée, que nous disons toujours être le berceau de la civilisation européenne, est devenue un cimetière de l'égoïsme européen. Et nous ne voulons pas qu'il devienne le cimetière de la civilisation européenne, parce qu'évidemment, c'est contre la civilisation européenne de laisser mourir, de ne pas sauver, de ne pas intervenir, de ne pas assumer des responsabilités européennes. Mais une fois qu'il arrive en Italie, et l'Italie maintenant identifie maintenant les 100% Vous prenez les identités, réfugiés, les provenances, etc. Avec des photos. Oui. Hein? C'est réaliste. Vous croyez vraiment être en mesure de savoir exactement qui vient d'où, ou quelquefois ça dépend vraiment de ce qu'on vous déclare? Maintenant, contrairement au passé, à la différence du passé, maintenant tous les immigrants qui arrivent en Italie sont identifiés selon les nouvelles règles en place au niveau européen. Le problème, c'est que nous faisons notre part, le reste de l'Europe ne fait pas la sienne. Est-ce que vous-même, Monsieur le Ministre, vous vous êtes rendu dans des centres d'enregistrement, voir de visu comment ça se passait, comment réagissent les gens à qui on demande les empreintes, etc. Oui, tellement nous savons combien c'est sensible qu'on a décidé de filmer. Pour prouver à nos partenaires européens et à la Commission européenne combien c'est difficile, mais nous le faisons, de respecter toutes les nouvelles règles d'identification européenne, parce qu'évidemment, il y a des résistances et il faut respecter aussi les droits fondamentaux du moment où il y a des résistances. Alors, certains pays, donc ça prend du temps, ce n'est pas immédiat. Certains pays, notamment en Europe centrale orientale, refusent tout quota, refusent tout accueil de migrants. Comment l'Europe peut-elle imposer ce type de quota? Qu'est-ce que vous appelez comme mesure de solidarité? Mais tout d'abord, l'Europe devrait justement faire ce qu'elle avait dit de faire. Mais elle ne le fait pas. On a négocié longuement, pas seulement pour assurer que tout ce qui arrive en Europe soit identifié, et nous faisons notre part. On a négocié longuement pour créer encore une garde-côte européenne et une police des frontières extérieures. On l'a décidé en juin, maintenant elle doit être en place avant la fin de l'année, parce qu'on a besoin d'une intervention et séjour. Et il faut aussi que chaque pays
respecte son engagement pour la redistribution des demandeurs Mais d'asile. pour revenir, oui. S'il ne le fait pas, il faut mettre des pressions politiques et on peut aussi utiliser des instruments juridiques. Ce n'est pas un accord écrit sur l'eau, c'est un accord approuvé par les conseils des ministres de l'Union européenne et par le Parlement européen. C'est lui sur la redistribution des réfugiés. Alors, selon moi, si ça continue comme ça, la Commission européenne devrait ouvrir des procédures d'infraction, des procédures contre tous les États membres qui sont censés faire leur partie et ne le font pas. Évidemment, de penser, de pouvoir répondre à ça avec un référendum national contre une décision européenne, comme l'Hongrie va faire en octobre, c'est aux antipodes de ce qu'on devrait faire en tant qu'Europe. Et c'est très dangereux comme précédent. Comment est-ce que vous pourrez réagir? Quelle sera votre marge de manœuvre à partir du moment où les Hongrois, imaginons que les Hongrois répondent non à ce référendum, nous ne voulons pas nous laisser imposer de quotas de l'extérieur. La question est posée de façon déjà à obtenir ce type de réponse. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Ça pose un problème politique fondamental, des coopérations loyales entre États membres. Ça pose aussi un problème juridique parce que si à chaque fois qu'il y a une décision européenne qu'on ne partage pas complètement, on convoque des référendums pour la contrer, il est clair que le système va se bloquer. C'est la paralysie du système. Il faut mettre en œuvre ce que nous avons dit. Nous avons dit, 1, identifier tout ce qui arrive en Europe. 2, redistribution s'il y a des arrivées dans l'émergence, comme c'est malheureusement, on l'a vu dans votre reportage, le cas aujourd'hui. 3, un nouveau pacte pour les investissements, le développement et la co-responsabilité de l'immigration entre Europe et Afrique. Et vous allez Ce sont des choses qu'on a décidées, il faut les mettre en œuvre. Si on ne les met pas en œuvre... Ce que vous allez faire lorsque les Hongrois vont répondre non, quelle est la possibilité d'agir? Il faut condamner la Hongrie. Je crois qu'il faut condamner tous les États membres qui ne respectent pas leur engagement dans des questions comme ces jeux. Mais au-delà de la condamnation, c'est des sanctions. Comment vous allez pouvoir peser? Comme je vous dis, il y a la possibilité juridique dans les systèmes européens d'ouvrir des procédures qui peuvent amener à des sanctions contre les pays qui ne respectent pas un accord. Mais les opinions publiques se sont retournées, Monsieur le ministre, les opinions publiques se sont retournées. Même en Allemagne, on voit bien que l'accueil qui était réservé n'est plus le même. Oui, mais l'Allemagne, de ce point de vue, elle ne peut pas porter une responsabilité. Elle a accueilli 1,2 million réfugiés. Je crois qu'il y a des pays qui ont porté les fardeaux pour tous les autres. L'Allemagne, l'Italie, la Grèce, la Suède sont les pays qui ont fait la plupart du... Et la France à Vintimille, par exemple, vous regrettez ce qui s'est passé avec le blocage des réfugiés? Écoutez, il faut aussi... là, il y a des mouvements irresponsables en Italie qui donnent des informations irresponsables. Il est clair, selon les règles européennes, ceux qui arrivent en Italie sont identifiés en Italie. Jusqu'à quand ils n'ont pas obtenu les statuts de réfugiés politiques, ne peuvent pas aller dans d'autres pays. Et nous sommes en train de respecter ces règles. Donc, ceux qui poussent les demandeurs d'asile d'aller vers Ventimille, vers la France, d'aller vers la Suisse, sont totalement irresponsables parce que, selon les règles européennes, ils doivent rester en Italie. Mais c'est ça qui manque. Les autres pays devraient quand même accepter la redistribution des réfugiés. Et c'est absolument scandaleux ce qui s'est passé dans cette année, que les pays ont fait très peu leur part. Maintenant, on a des signes positifs. Le ministre intérieur allemand, Thomas de Maizière, il a annoncé que l'Allemagne va accueillir une partie des réfugiés de l'Italie. Et je crois que c'est remarquable pour 2 raisons. La première, parce que finalement, on commence à mettre en œuvre cette partie de l'accord qui concerne les relations entre l'Italie et l'Allemagne. Secondo, il est fait un pays qui est déjà sous pression, qui a déjà un débat politique très important à son intérieur. Donc, 2 fois, notre appréciation vis-à-vis de ce que l'Allemagne est en train de faire. Ce qui s'est passé cette semaine avec le sauvetage en mer de nombreux réfugiés, c'était souvent des navires de ce qu'on appelle l'opération Sophia. Ce sont des navires qui sont censés en fait débusquer le trafic illégal et donc agir contre les auteurs du trafic, qui sont très rémunérés, etc. Contre ça, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que ce n'est pas un échec de cette opération qui se retrouve de facto en train de faire du sauvetage et finalement
impuissant face à l'organisation des réseaux? Je ne suis pas sûr qu'elle soit aussi impuissante. Déjà, avant avec Mare Nostrum, maintenant avec Sophia, il y a plusieurs arrestations des trafiquants des êtres humains. Il y a il y a eu des dizaines et des dizaines de mises en examen des trafiquants qui sont arrêtés dans les opérations de la Méditerranée. Ils sont les exécutants. Mais il est clair que il faut absolument résoudre les problèmes à l'origine. Et c'est pour cela qu'il est important que l'Europe fasse ce qu'elle a dit. Là, il n'agit pas. Vous savez, ce soir, sur ce sujet, je ne vais pas être original. Parce que je vais tout simplement rappeler ce que l'Europe a déjà décidé et n'a pas mis en œuvre. Et une des choses que l'Europe a décidé et n'a pas mis en œuvre, c'est en juin un nouveau pacte entre Europe et Afrique. Sans une coopération. Il faut aider les pays de départ, c'est ça? Absolument, il faut aider les pays de départ, il faut les responsabiliser. Parce qu'il y a une autre chose que l'Europe ne fait pas et qu'elle devrait faire et sur laquelle l'Union devrait assumer des responsabilités, c'est la politique des retours. Ceux qui n'ont pas droit à rester en Europe doivent être renvoyés. Expulser certains de ces migrants? Bien sûr. Les expulser Bien sûr, où? Dans l'état actuel, on peut expulser les gens vers la Libye? La Libye, c'est un pays de transit. Et c'est un gros problème comme pays de transit. Parce qu'il n'y a pas de Libyens qui viennent avec ces bateaux que vous avez montrés en Italie ou en Grèce. Ce sont des pays, surtout du Corne d'Afrique ou de l'Afrique subsaharienne, qui passent à travers la Libye parce qu'il y a des réseaux criminels qui organisent les transferts et qui arrivent en Italie. Donc il y a deux questions différentes. La première, responsabiliser les pays africains d'origine parce qu'ils doivent assumer des responsabilités avec nous dans la gestion de l'immigration et dans la lutte contre les trafiquants et stabiliser la Libye. Il est clair que la Libye, c'est un grand problème pour toute la communauté internationale. C'est pour cela qu'on est à côté de ces gouvernements qui est encore fragile, mais ces gouvernements d'unité nationale doivent être soutenus. Il y a des résultats importants qui sont en train d'obtenir dans la lutte contre la présence de l'État islamique en Libye. C'est positif, mais il faut aider, soutenir les gouvernements d'unité nationale parce qu'on a besoin de l'aider à éteindre les contrôles sur le territoire de la Libye et surtout sur les côtes, parce que c'est là qu'arrivent les 95% des arrivées en Italie. Aujourd'hui, il y a quasiment plus de réfugiés qui arrivent sur les côtes de l'Italie qu'en Grèce venant de Turquie, à cause de l'accord qui a été conclu et qui est bien fragile entre la Turquie et l'Europe. Oui. Mais certains parlent d'un accord avec les Libyens. Est-ce que c'est envisageable? Je ne dirais pas à cause, je dirais grâce, dans le sens que moi j'évalue positivement l'accord qu'on a fait avec la Turquie. Il y a d'autres choses que je n'évalue pas très positivement de la Turquie. Mais le fait que finalement on a réussi à mieux gérer les flux et les arrivées entre Union européenne et Turquie, en Turquie et Grèce, pour nous c'est positif. Ce que nous disons, c'est que nous devons faire un accord similaire. Évidemment, pas les mêmes accords, parce que la Turquie ce n'est pas la Libye. Hein? Mais il faut faire un accord similaire avec tous les pays du nord de l'Afrique. Et nous voulons engager l'Union européenne à aller dans cette direction, négocier des accords sur les modèles turcs avec les pays dans lesquels il y a un gouvernement stable avec lesquels négocier et aider la Libye à se stabiliser pour pouvoir avoir un accord avec des effets similaires. Mais déjà, le gouvernement libyen nous a demandé d'envoyer des formateurs pour les gardes-côtes libyennes. On commence, mais c'est la seule voie possible pour résoudre les problèmes à l'origine. Sandro Gozzi, dans une deuxième partie de l'émission, après un flash d'information, nous allons revenir sur l'Europe de façon plus large. Nous allons parler du Brexit, le départ de la Grande-Bretagne. Un mot, vous avez écrit un livre, c'est pas la faute à Bruxelles. Comment est-ce qu'elle va, cette Europe? Est-ce qu'elle est en danger? Est-ce qu'elle peut disparaître comme projet politique? Oui, l'Europe est en danger et l'Europe doit sortir du statu quo. Parce que si elle reste dans le statu quo, ce sera le début de la désintégration européenne et pas les débuts de la relance européenne. C'est un vrai danger. C'est un vrai danger. C'est pour cela que nous disons déjà avant le Brexit que pour sauver l'Europe, il faut la changer sur des points fondamentaux. Alors nous en parlerons, nous parlerons notamment de Schengen, puisque vous avez présidé ce comité. Avant de vous retrouver pour cet entretien, puis on parlera bien sûr aussi de l'Italie, un point d'information sur les antennes de TV5 Monde et sur celle de RFI. Retour
retour à International, TV5 Monde, RFI, le quotidien Le Monde. Nous recevons aujourd'hui le ministre italien des Affaires européennes, Sandro Gozi. Avant cette pause, nous parlions de l'état de l'Europe. Vous nous disiez votre inquiétude. Il y a eu cet événement il y a quelques semaines avec la sortie donc de la Grande-Bretagne. L'année prochaine, vous organiserez en Italie les 60 ans de la naissance, pourrait-on dire, du traité de Rome, de l'Europe. Comment avez-vous vu cette sortie de la Grande-Bretagne, un affaiblissement réel ou un éclaircissement? Je dirais les deux. On ne peut pas dire que la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne soit une bonne nouvelle. Je crois que ça va être une très mauvaise décision pour les Britanniques. Pour l'Europe? Beaucoup pire pour les Britanniques que pour les Européens. Non, mais déjà, vous pensez qu'ils vont sortir? On attend... Pour l'instant, ils n'ont pas fait la démarche. Non, on n'a pas fait la démarche, mais je crois qu'il y a eu assez d'absurdité en Europe dans cette décennie pour entrer encore dans le théâtre de l'absurde, genre Beckett en attendant Godot. On ne va pas rester ferme sur place en attendant l'article 50. Mais vous pensez que c'est possible qu'ils aux chômeurs en reviennent? Italie, aux gens qui sont inquiets pour l'immigration, si en France on expliquait aux gens qui sont justement inquiets pour le terrorisme qu'on ne fait rien en Europe parce qu'on attend l'article 50, ils nous prendraient pour des fous, ils auraient raison. Et alors il faut agir au-delà et sans attendre la décision des Britanniques. Ils doivent sortir maintenant ou vous espérez que les Britanniques revotent un jour? C'est aux Britanniques de voir. Pour moi, les cadres des négociations est clair, les mieux, mais ce n'est pas ça la priorité. Pour moi, la priorité, c'est que les 27 se concentrent sur ce qu'il faut faire pour changer l'Europe, sur ce qu'il faut faire pour donner des réponses concrètes aux citoyens qui veulent plus de sécurité, qui veulent plus d'emplois, qui veulent un meilleur avenir pour la jeunesse. Pas mince. Et qui veulent finalement qu'on gouverne au lieu de subir l'immigration. Et on peut gouverner l'immigration seulement si on est ensemble au niveau européen. Qu'est-ce que vous attendez justement des prochaines échéances? Il va y avoir un sommet des pays d'Europe du Sud le 9 septembre, ensuite il va y avoir Bratislava, sommet européen. Qu'est-ce que vous attendez de ces échéances-là? Quelque chose de décisif? On attend des réponses immédiates, concrètes sur les thèmes dont je vous ai dit. On attend un renforcement de la politique d'investissement européenne parce que je ne connais pas une politique qui fait démarrer la croissance seulement avec les réformes. Il faut faire aussi de l'investissement. Et il faut en faire beaucoup plus de ce qu'on a fait aujourd'hui. J'attends une Europe qui redevient un multiplicateur d'opportunités pour la jeunesse. Aujourd'hui, les gens sont soit eurosceptiques, soit euro-indifférents, ce qui est encore pire. Mais il y a une grande histoire de succès en Europe qui s'appelle Erasmus. Derrière ça, vous avez d'ailleurs écrit le livre Génération Erasmus. Vous-même, vous êtes un ancien étudiant Erasmus. J'étais un étudiant Erasmus en 1990, un mois après la chute du mur de Berlin, à Paris. Alors par exemple, les jeunes Britanniques, il faut leur permettre de rester dans Erasmus? Il y a des moyens Moi, je crois qu'il faudrait tout faire pour continuer à parler, avoir une relation étroite, surtout avec cette jeunesse britannique, et ce n'est pas trop mobilisé pour les Remain, mais ceux qui sont mobilisés voulaient rester, et je crois qu'absolument devraient pouvoir participer. En Italie, on a même pensé, on est en train de revoir la loi sur la citoyenneté européenne, et je crois qu'on devrait donner une voix spéciale, une voix privilégiée, notamment en regardant aux Britanniques. Il faut garder un lien avec la partie européenne du Royaume-Uni. Mais il ne faut pas se bloquer en attendant les Britanniques, c'est leur décision. Alors vous me demandiez, dans l'avenir, pourrait revenir sur la décision. C'est à eux de voir. Ce qui m'intéresse, c'est que nous bougeons et ne restons pas sur place en attendant une notification de la part de l'Europe. Est-ce qu'on pourrait imaginer, après tout c'est la démocratie, qu'une telle question soit posée ailleurs, notamment aux Italiens? Moi, je pense que déjà, oui, moi je crois que c'est possible. Déjà, on a une montée incroyable de l'euroscepticisme en Italie. Et si vous pensez que l'Italie a été toujours le pays plus enthousiaste, il faut se poser des questions. Votre parti, le Parti démocrate, a été lourdement sanctionné au municipal de juin dernier. Oui. Il y a maintenant justement des représentants de ces mouvements très eurosceptiques à la tête de la mairie de Rome. Oui. Les débuts de la mairie de Rome sur la guide des 5 étoiles n'a pas été brillant. Disons, il n'y a pas 5 étoiles. Ouais. C'est un peu moins de 5 étoiles. Vous vous réjouissez de leur déboire? Et pour ma capitale, et comme j'y habite maintenant, j'espère que le deuxième acte, ça sera mieux du premier, parce que dans le premier acte, le mouvement 5 étoiles a démontré son incapacité totale
avoir des responsabilités du gouvernement. C'est l'inexpérience du pouvoir, vous pensez qu'il pourrait acquérir un peu d'expérience au bout d'un moment? J'espère pas aux frais. On ne fait pas un stage quand on est maire de Rome. Ce n'est pas un stage qu'on fait. Et si on se présente devant les électeurs pour assumer les responsabilités de la mairie de Rome, il faut savoir les faire. On n'est pas là en épreuve et donc j'espère que finalement ils vont sortir de leur scandale, ils vont sortir des démissions. Il y a eu 4 démissions des chefs de cabinet de la nouvelle maire. Ouais. Les maires adjoints au budget viennent de démissionner, donc ce sont plus les démissions que les actes qui ont adoptés pour mettre en œuvre leur programme. Donc ça en dit beaucoup sur les mouvements soi-disant populistes, antipolitiques et eurosceptiques, mais sans doute il y a un malaise envers cette Union européenne. Et je ne crois pas que les Italiens sont devenus anti-européens, mais ne sont pas satisfaits de cette Union européenne. Et je crois qu'en grande partie, ils ont raison. Et c'est pour cela que nous pensons que cette Union européenne doit changer. Vous, Sandro Gozzi, par exemple, vous défendez le traité transatlantique, la négociation sur le traité transatlantique. Oui, la France vient d'annoncer que dans ces conditions, ce n'est pas faisable. On doit suspendre, on doit s'arrêter pour le moment. Quelle est votre position aujourd'hui? Est-ce que ça va continuer comme si de rien n'était? Les Français sont contre, mais on continue de discuter? La position, c'est qu'on a donné un mandat à l'unanimité à la Commission européenne à négocier. Que sans doute la négociation c'est compliqué pour des raisons qui se trouvent des deux côtés de l'Atlantique. Mais je crois qu'il y a aussi beaucoup de légendes autour de ces traités. Ces traités ne concernent pas les droits sociaux, les droits fondamentaux, ne concernent pas la culture, ne concernent pas les services publics. Sans doute, il y a des questions sur lesquelles on doit protéger notre modèle européen et sur lesquelles, si on n'arrive pas à protéger notre modèle européen, on ne doit pas signer les traités. Mais du point de vue italien, nous pensons que notamment pour les petites et moyennes entreprises, c'est une opportunité et l'Italie soutient la négociation de ces traités, en sachant que les difficultés sont en train d'augmenter énormément. Parmi les difficultés, par exemple, les Américains ne prévoient aucune réciprocité sur les marchés publics. Les Européens n'ont pas accès aux marchés publics américains, les Américains veulent l'accès public. C'est un des thèmes. Les marchés publics et les indications géographiques d'origine, ce sont 2 thèmes sur lesquels absolument il faut poursuivre la négociation parce qu'en ce moment, elle n'est pas satisfaisante. Je crois que la question de la réciprocité des marchés publics, on devrait la poser dans tous les accords commerciaux. Là, je vous cite totalement. Et ce n'est pas seulement le cas, un problème dans les traités de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis. On dit que l'Europe ne fonctionne pas bien, vous venez de le rappeler. Ce n'est pas aussi le fait que les États eux-mêmes, au fond, délèguent assez peu de responsabilités au plan communautaire. On peut penser à la diplomatie, aux forces armées par exemple. Ce sont les États qui font que cette Europe fonctionne très mal. Je suis d'accord avec vous. Je crois que c'est totalement illusoire de pouvoir gérer et mener à bien des politiques qui concernent la défense, la sécurité, l'immigration, le gouvernement de la finance, en misant seulement sur les États. Les États-nations n'ont plus la capacité de gouverner certaines questions. Et sur certaines questions, nous les Européens, on devrait utiliser beaucoup plus et beaucoup mieux l'Union européenne. Parce que si vous demandez, regardez les derniers Eurobaromètres, par exemple, ces sondages qu'on fait de l'opinion publique européenne. La plupart des citoyens, la majorité des citoyens n'est pas satisfaite de cette Union européenne. Mais la majorité des citoyens voudraient une armée européenne. Oui, mais par exemple, donc vous voyez l'écart entre les attentes et ce que les citoyens... C'est un paradoxe. Mais les citoyens ont raison. Les citoyens n'ont pas trouvé l'Europe là où ils pensaient que l'Europe devait être. Alors, comme on a dit au début de la législature européenne, qu'on a besoin d'une Europe grande avec les grandes questions et petite avec les petites questions, l'Europe de la bureaucratie doit devenir minuscule et l'Europe de la défense et de la sécurité devrait devenir un véritable acteur. Et vous pensez que votre pays serait favorable à une Europe de la défense? Parce que pour l'instant, les capacités de défense en Europe, c'est la France, la Grande-Bretagne. Nous sommes tellement favorables que nos ministres de la Défense et des Affaires étrangères ont proposé une Schengen de la défense et une Schengen de la sécurité, à savoir une initiative entre gouvernements, entre les gouvernements qui le veulent et qui en ont la capacité, pour renforcer notre coopération dans l'industrie militaire de la défense, pour créer véritablement ces bataillons européens. Vous savez, là aussi, je ne suis pas original. Ça fait 10 ans que l'Europe a dit on va créer des EU Battle Groups, des bataillons européens, pour être prêts
au cas où il y avait besoin de stabiliser, on n'a rien fait. Mais qu'est-ce que Commençons l'Italie à attend, faire. par exemple? Qu'est-ce que l'Italie attend? La France a été impliquée sur plusieurs terrains en Afrique. Elle s'est retrouvée quasi seule Bien à ce sûr. moment-là. Bien sûr, mais tout le monde, d'une manière ou d'une autre, a payé les coûts de la non-Europe sur les questions dans lesquelles l'Europe devrait être présente. Nous l'avons payé pour l'immigration, la France l'a payé pour la défense, d'autres l'ont payé pour l'absence d'un gouvernement véritable de la finance. Donc, il est temps de donner des réponses et de faire moins d'Europe là où n'est pas nécessaire. L'Europe est trop tatillon sur certaines questions. Elle devrait laisser plus d'espace à la société civile, aux régions, aux États, aux villes. Elle est coupablement absente sur les questions sur lesquelles nous, Européens, nous pouvons faire la différence seulement unis. Sinon, cette émission est regardée un peu partout dans le monde. Je ne voudrais pas que nous, les Européens, nous devenons spectateurs uniquement de ce qui se passe dans le reste du monde. À propos du fonctionnement de l'Europe, il paraît qu'il y a une chose qui énerve pas mal votre gouvernement, c'est le couple franco-allemand. C'est-à-dire que la chancelière appelle François Hollande et le Premier ministre dit moi j'apprends parfois, le Premier ministre italien, Renzi dit moi j'apprends parfois des choses en lisant la presse. Ça vous énerve ce couple fusionnel? Non, ils étaient tous les trois très heureux à Ventotene, dans l'île où Altiero Spinelli était exilé. C'est un beau symbole. C'est un beau symbole, mais le symbole compte aussi. Une politique qui n'a pas le courage des mots, le courage des symboles, c'est une politique mais vous êtes la qui est troisième faible. économie européenne, vous n'avez pas le sentiment d'être quand même en deuxième division? Non, pas du tout. L'Italie a été en troisième division. L'Italie a été les grands malades de l'Europe. Mais on est passé d'Angela Merkel et Nicolas Sarkozy qui avaient un sourire ironique vis-à-vis de Silvio Berlusconi à Nice en 2011. Moi, je n'ai pas apprécié ça, je dois vous dire la vérité, même si j'étais en opposant de Berlusconi. À François Hollande et Angela Merkel qui était à côté de Matteo Renzi, justement. Et Matteo Renzi était à côté d'Angela Merkel et François Hollande à Berlin, et ils étaient à Ventotene, parce qu'il est clair que dans un moment aussi spécial et particulier de l'histoire européenne, trois pays fondateurs, les trois principales économies de la zone euro, doivent assumer des responsabilités spéciales. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et l'entente entre les trois est très bonne. Parce que justement, vous dites les trois principales économies de la zone, mais l'économie italienne, elle était extrêmement fragile. Je parle notamment du secteur financier. On parle des banques italiennes qui ont, je crois, 17% de leur bilan de créances douteuses. Certains craignent que ce soit la prochaine crise. Non, les banques italiennes sont solides. Sans doute, il y a des questions liées aux créances douteuses et sans doute l'Italie, d'après nous, c'était une erreur, ne pas être intervenue quand les règles européennes les permettaient à faveur des banques, comme cela a été fait dans d'autres pays européens, à commencer par l'Allemagne, qui a justement dépensé beaucoup de milliards d'euros pour soutenir le secteur bancaire. Maintenant, nous sommes en train de prendre les mesures nécessaires et il y a seulement finalement la question ouverte du monte des passes judiciaires sur lequel on est en train de travailler pour, disons, redonner une stabilité pour relancer les systèmes bancaires, mais sans doute, il y a deux questions, encore une fois, dans lesquelles l'Europe est absente. On avait dit qu'on aurait introduit des directives, celles dites des bail-in, les nouvelles règles pour intervenir dans le secteur bancaire qui font porter sur les actionnaires une partie de la responsabilité quand il y a une crise des banques, mais on avait dit aussi qu'on faisait une union bancaire dans laquelle il devait aussi avoir des mécanismes de solidarité. Nous avons fait la première partie, et en Italie, on a mis en œuvre la première partie. L'union bancaire et les mécanismes de solidarité ne sont pas là. Et cette, disons, Europe, avec une jambe plus longue et une jambe plus courte, et la jambe plus longue, c'est toujours celle des règles, et la jambe plus courte, c'est toujours celle de la solidarité, ne peut pas marcher. Il y a quelques années, il y avait une expression assez péjorative qui était donnée au sud de l'Europe, c'était le club méditerranéen, ces pays qui étaient assez laxistes au plan budgétaire, et l'Italie était montrée du doigt, en faisait partie. Comment est-ce que vous répondez face à un prétendu laxisme fiscal, par exemple, des dépenses publiques qui dérapent rapidement? Comment est-ce que vous avez vécu cette mise au banc en quelque sorte, ou cette accusation? Ma génération a payé un prix très très lourd pour la politique déraisonnable de gestion des finances publiques qui a été faite en Italie dans les années 70 et notamment dans les années 80. Si on a une dette publique qui va au-delà de 130%, ce n'est pas la responsabilité de ce gouvernement, ce n'est pas la responsabilité du gouvernement des derniers 20 ans. Parce que dans les derniers 20 ans, l'Italie est le pays qui a fait le plus de surplus en Europe avec l'Allemagne. Si vous prenez
la différence entre les recettes et les dépenses et vous enlevez ce qu'on paye sur les intérêts pour la dette publique, l'Italie est le pays le plus vertueux. Au prix de Donc, l'austérité. Donc, mais évidemment, est-ce que cette rigueur et est-ce que cette responsabilité dans la gestion des finances publiques que nous avons démontré dans les derniers 20 ans a été une solution? Non, parce que ce qui a manqué, c'est la politique d'investissement. On doit faire deux choses en Italie. La première, on est en train de la faire, des réformes structurelles, parce que c'est un pays qui a perdu trop de fois l'opportunité de mener des réformes. Si on avait mené, à l'époque où Schröder avait fait les réformes en Allemagne, on avait fait les réformes en Italie, on ne serait pas là. Nous sommes en train de faire des réformes du marché du travail, de l'administration publique, de la justice, si les citoyens le voudront, de la Constitution. Mais ceci n'est pas suffisant. Il faut faire aussi de l'investissement. Et là, nous disons aux Européens, à tous, donnons-nous plus de marge de manœuvre pour des investissements, parce que ce n'est pas aujourd'hui que toute la dépense publique est mauvaise. La dépense publique qui va sur des projets d'avenir et de croissance, elle n'est pas mauvaise. Est-ce que le chômage des jeunes, ce n'est pas la priorité des priorités? Je crois qu'on attend 39% de jeunes au chômage dans votre pays. Et c'est pour cela qu'on a réformé le marché du travail, en pensant notamment à ceux qui sont totalement exclus du travail aujourd'hui, notamment la jeunesse. On a réformé le marché du travail justement pour favoriser l'embauche de la jeunesse, favoriser la formation et pour ne pas laisser un jeune seul une fois qu'il perd son premier travail. L'accompagner avec une assurance sociale universelle, c'est une réforme fondamentale que nous avons faite qui commence à donner des résultats. Mais on ne peut pas penser qu'une réforme donne des résultats après 12 mois. Quel regard est-ce que vous portez justement sur les Français et la difficulté qu'il y a en France à réformer ce marché du travail et cette loi du travail qui fait... Je crois que c'était une décision juste, celle du gouvernement français, de faire une réforme du marché du travail. Et si je regarde les propositions initiales et les résultats finaux, je ne comprends pas pourquoi c'est devenu une question qui a autant divisé la société française. Me semble une réforme juste, raisonnable et modérée. Je vois pas elle n'est pas révolutionnaire, mais elle va dans le bon sens et je crois que le gouvernement Emmanuel Valls a bien fait d'insister là-dessus. Je le disais, vous enseignez à Paris, vous avez fait une partie de vos études à Paris, francophone, francophile. Quel regard vous portez sur la politique française, sur l'impopularité du gouvernement, sur la montée de l'extrême droite? Je sais bien, vous allez être prudent, vous êtes ministre du gouvernement italien, mais néanmoins, quel regard vous êtes surpris, vous pensez que ce serait si dur pour le gouvernement Hollande? Je crois que c'est très dur d'être gouvernement en ce moment en Europe et pas seulement à Paris. Ouais. Et parce que la France et l'Italie sont deux pays qui ont besoin d'échanger profondément, ont besoin de réformes. Et les réformes dans l'immédiat coûtent en termes politiques et donnent des résultats positifs en termes économiques, en termes sociaux seulement à moyen terme. Et donc cet écart entre la réaction immédiate de l'opinion publique à une réforme et la réaction que moi je crois que sera positive une fois que ces réformes vont produire leurs effets, c'est très difficile à gérer et la France se trouve aussi dans cette situation. Vous appartenez au gouvernement Matteo Renzi de centre-gauche. Vous ne vous sentez pas un peu seul en Europe, les socialistes ou les gens de centre-gauche? C'est plutôt la droite qui gouverne l'Europe actuellement. C'est la droite qui a gouverné l'Europe pour longtemps et la politique d'austérité est un pur produit idéologique et politique des conservateurs. On a vu les effets en Grèce, en Espagne, en Portugal, même en Italie. Nous n'étions pas sous programme, nous n'avons jamais eu des aides européennes, mais on a quand même sous le gouvernement Monti mais des réformes très dures. Aujourd'hui, il y a un tiers des leaders autour de la table dans les sommets européens qui sont de gauche ou de centre-gauche. Moi, je crois que la gauche européenne peut se relancer seulement si elle développe une véritable politique européenne transnationale. Les solutions de la gauche européenne pour la relance doivent être travaillons beaucoup plus ensemble au niveau européen. Pas seulement entre leaders, mais entre gouvernements, entre partis, développer une véritable politique transnationale de gauche pour la croissance, pour les droits fondamentaux, pour l'état de droit. L'état de droit est mis en cause aujourd'hui à l'intérieur de l'Union européenne et pas seulement dans nos relations avec les pays tiers. Et ça, c'est quelque chose qui devrait appeler les mouvements et les partis de gauche à faire une politique
ensemble à l'échelle européenne. Et c'est ça l'essence de l'engagement de Matteo Renzi et c'est ça aussi l'essence de mon engagement. Matteo Renzi s'est jeté dans la bataille pour la réforme constitutionnelle en Italie et même il mettait quasiment son poste dans la balance à un moment donné. Expliquez-nous pourquoi, quelle est l'importance de cette réforme? C'est pour de la stabilité politique qui a manqué en Italie pendant des années? C'est pour la stabilité politique parce qu'en Italie, on a eu les records de changement de gouvernement, mais il y avait beaucoup de gouvernements qui changeaient, mais rien n'est changé dans le pays. Maintenant, on voudrait un peu inverser la donne. On voudrait changer beaucoup dans le pays et changer moins de gouvernements. Et donc, plus de stabilité de gouvernement, une démocratie qui fonctionne mieux. On a Chambre des députés et Sénat en Italie font exactement la même chose. Et une loi doit être approuvée seulement si elle est approuvée dans les mêmes termes. Donc la navette est continuelle. Pas seulement les temps sont très longs, mais la qualité des lois est très inférieure à ce qu'elle devrait être. On doit remettre de l'ordre entre les responsables. On doit mieux savoir qui fait quoi entre État et région. Et il faut donner plus de pouvoir aux citoyens avec des référendums, avec des initiatives législatives, avec des signatures populaires. C'est ça l'essence de la réforme. Il est clair, ce sont des choses sur lesquelles on a débattu. Moi, j'étais à l'école primaire. Quand on a commencé en Italie à débattre ces choses, ça fait 30 ans qu'on en parle, il est temps de la faire. Nous l'avons fait au Parlement et les citoyens devront décider en référendum s'ils veulent cette réforme ou pas. Est-ce que le mandat de Matteo Renzi dépend de la réponse à ce référendum? Non, ce référendum, ce n'est pas sur une personnalité politique et ce n'est pas sur l'avenir d'une personnalité politique, c'est sur la démocratie italienne et sur l'avenir de la démocratie italienne. Donc a priori, pas d'échéance avant 2018 sur la scène politique intérieure? Matteo Renzi est déjà très clair là-dessus. Les prochaines élections législatives auront lieu en Italie en 2018. Il y a un pays qui inquiète de par son évolution politique, il s'agit de la Turquie, où les Européens estiment que les libertés publiques sont malmenées. Comment est-ce que vous voyez la situation donc, dans ce pays? Et est-ce que vous estimez que la Turquie est appelée, c'est un débat qu'on trouve dans beaucoup de pays, est appelée un jour à rejoindre l'Union européenne? Ou vous dites c'est exclu, en tout cas pour le moment? Non, moi je crois que la Turquie d'aujourd'hui est sans doute un partenaire incontournable pour les Européens et pas seulement pour les Européens. En dépit de sa gouvernance? Elle est membre de l'OTAN, etc. Et je crois que c'était nécessaire. C'était un accord très complexe, mais nécessaire, celui sur l'immigration qu'on a fait avec les Turcs. Mais ceci ne veut pas dire gérer au rabais des questions fondamentales pour notre politique et pour notre crédibilité, qui sont l'état de droit, la liberté de la presse, le respect des minorités. Et là, on est inquiet pour les évolutions qui sont développées. Elle peut entrer un jour dans l'Europe? Oui, la Turquie est candidate à l'Union européenne, mais il ne me semble pas que ce soit une question d'actualité aujourd'hui. Même d'ici là, l'exemption de visa, vous pensez qu'ils vont l'obtenir? La libéralisation des visas pour la Turquie comme pour tous les autres pays dépend du remplissement des critères. Et il y a plus de 70 critères à remplir. C'est à la lumière de ça qu'on va juger et que le Parlement européen devra juger si libéraliser les visas avec la Turquie ou pas. Encore, nous n'en sommes pas là. Sandro Gozi, ministre italien des Affaires européennes. L'année prochaine, à Rome, donc les fêtes pour le 60e anniversaire de la naissance de l'Europe. Ce sera une belle fête ou une fête triste? Ça dépend de nous. Nous devons maintenant nous donner des arguments pour pouvoir célébrer quelque chose l'année prochaine. Si maintenant on donne les réponses nécessaires, à commencer par le sommet de Bratislava, mi-septembre, sur les questions qu'on a évoquées, croissance, sécurité, immigration, jeunesse, alors nous pouvons redevenir audibles de la part des citoyens européens et notre espoir, c'est de pouvoir lancer un nouveau pacte politique pour une autre Europe le 25 mars 2017 à Rome. Merci de nous avoir accueillis à Florence, Sandro Gozi. Merci pour ces réponses. Je rappelle que vous êtes le ministre italien des Affaires européennes. Nous nous retrouverons bien la semaine prochaine dans le studio de Paris pour une autre émission d'International. Nous ne serons plus dans ce magnifique parc de Florence. Excellente suite de programmes sur RFI, sur TV5 et bien sûr en liaison avec notre partenaire Le Monde. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci.